Bien, merci et merci encore pour l'organisation de cette journée d'études. Comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, que je vais reprendre un peu ici, c'est que les fermes publiques sont un concept assez ancien, sont même un vieux concept, que ce soit sous cette dénomination, sous d'autres. On trouve même notamment les fermes municipales sous l'Ancien Régime. On en trouve même des traces anciennes avec la guerre publicus, donc qui étaient des terres publiques qui naissaient par la confiscation par les Romains et qui étaient souvent affermées à des particuliers, mais sans leur faire perdre donc ce caractère public. Avec ceci comme différence, c'est qu'il n'y avait pas de recherche particulière d'objectifs de production alimentaire publique. Il s'agissait surtout de produire des revenus réguliers dont avait besoin l'État romain pour fonctionner et puis également pour se permettre l'implantation des colonies. Alors comme cette question, je vais prendre finalement la question des fermes publiques par un biais assez, paresseux. Je vais prendre l'hypothèse que ça existe vraiment, donc sans me poser la question de savoir comment on peut le définir juridiquement, puisque vous avez déjà commencé à le faire tout à l'heure, essayer d'en voir quelques-unes de ces particularités. Merci d'ailleurs de traiter de la question de ceux qui cultivent les terres, ce qui me permettra d'échapper à la question d'agents publics ou d'autres éléments, pour voir quels étaient, de mon point de vue, les trois éléments essentiels, de mon point de vue, je précise bien, les trois éléments essentiels qu'on peut retenir de ces terres, c'est de leur particularité, qui commencent d'abord par leur vocation, me semble-t-il, et on dira que la vocation est assez multiple. On parle souvent en matière d'agriculture de de polyactivité, on est parfaitement dans ce schéma. La deuxième question, c'est la question de la qualification, de la propriété. Est-ce que ça relève du domaine public parce que c'est une ferme publique ou pas, et quelles peuvent en être les conséquences? Et enfin, puisque c'est quelque chose qui revient dans beaucoup de discours, surtout à partir du XIXe siècle et encore maintenant plus tard, la question du lien avec l'éducation de ces fermes-là. Alors tout d'abord, la question de l'exemplarité des fermes publiques. Les fermes publiques, au départ, lorsqu'elles sont créées, et je me fonde sur toutes les théories du socialisme municipal du XIXe siècle, elles se fondent sur l'exemplarité. J'ai fait quelques recherches sur le site de Gallica, donc sur la Bibliothèque nationale, et il y a un vieux numéro de la Réforme agricole de 1848, où l'auteur, pendant quelques pages, nous explique ce que devraient être les fermes publiques. Il nous dit que une ferme publique sera établie dans chaque canton. Elles sont établies, et c'est là où on a l'exemplarité, établies sur les terrains les plus infertiles. De cette manière, une grande partie des défrichements et améliorations du sol que le gouvernement veut entreprendre se trouveront faits et les résultats de la culture des fermes frapperont d'autant plus les habitants des campagnes qu'ils auront été obtenus sur des terres jusque-là improductives. Donc on a ce double biais de montrer qu'on peut rendre par un mode de culture particulier, rendre fertile des terres qui jusqu'à présent ne l'étaient pas, mais surtout, elles doivent servir de modèle. Et il est dit notamment, ça doit être donné comme modèle aux cultivateurs des campagnes. Comprenez, donc on s'interroge, cultivateurs des campagnes, est-ce que ça signifie que ces fermes-là ne sont pas nécessairement rurales? Mais toujours est-il que servir de modèle aux cultivateurs des campagnes qui seront admis à visiter les fermes tous les dimanches et on leur expliquera la manière d'obtenir les mêmes résultats dans leur propriété. Ils sortiront de leur mauvaise routine et les produits de la France ne tarderont pas à être doublés. Donc on voit bien, on se retrouve un peu dans ce qu'on avait avec la loi Egalim sur l'autonomie alimentaire qui commence à progresser. Évidemment, on n'invente rien au XXIe siècle. On retrouve un peu les vieux réflexes, mais surtout sur cet aspect d'exemplarité. Il est dit notamment qu'on se servira des meilleurs instruments aratoires afin de les faire connaître et adopter dans les cantons, et chaque ferme aura même un dépôt des meilleurs outils et instruments qui seront délivrés aux agriculteurs à un prix de fabrique, parce qu'ils doivent être popularisés de façon à pouvoir être utilisés. Et on prévoit également l'aspect d'éducation, puisque ces fermes-là doivent servir de support à l'éducation des futurs agriculteurs et surtout d'un institut national d'agriculture, je suppose la préfiguration de l'INRAE,
dans ce cadre-là, puisqu'il est dit qu'il y aura dans chaque arrondissement un concours entre les élèves des fermes les plus capables qui seront admis à passer en plus autre année, etc., etc. Mais surtout également, c'est que l'objectif, c'est également de fournir de la ressource de production, non pas de la ressource alimentaire, mais de la ressource de production, puisqu'il est dit que chaque ferme aura plusieurs étalons de bonne race des taureaux, des béliers, qui seront gratuitement au service de tout le canton. Ainsi, les cultivateurs ne perdront plus leurs bestiaux faute de vétérinaires, ne donneront plus d'argent à de dangereux magiciens, est-il précisé, qui couraient dans les campagnes et qui pourront ainsi faire de l'amélioration de la race comme telle dans ce cadre-là. Alors, ces textes qu'on trouve en 1848, on se dirait que ça peut être un petit peu dépassé. Et en fait, en farfouillant dans quelques revues étrangères, notamment le journal Nazione, qui est un journal de Toscan, sur ce qu'ils appellent Azienda Agricola Pubblica. Et vous avez un cadre particulier, un reportage qui nous parle de l'entreprise agricole publique en Toscane pour tester l'innovation et expérimenter la nouveauté. Et il nous est dit notamment qu'il y a un vrai laboratoire de terrain, ce qui était finalement ces fermes à l'époque, déjà en 1848, en tout cas telles qu'elles étaient pensées, avec des expériences et des applications pratiques de la technologie les plus avancées en agriculture, et qui va servir à la collaboration et au transfert de l'innovation aux agriculteurs toscans. Et donc on voit bien ici que cette vocation première des fermes publiques n'est pas tant de produire de l'alimentation que de servir de modèle pour ceux qui produisent l'alimentation pour améliorer, en utilisant, pour appeler ceci désormais de façon plus contemporaine, un transfert de technologie, les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, si on veut reprendre une terminologie plus contemporaine, puisque c'est ce qui est recherché de façon à doubler la production agricole de la France. Alors, une fois qu'on voit finalement cette vocation un peu plurielle de ces fermes publiques, qu'on peut s'interroger quelle est leur qualification juridique. Est-ce qu'elle relève du domaine public ou du domaine privé, puisqu'on voit que ça peut avoir un certain nombre d'incidences, et il a été discuté tout à l'heure de la question de savoir si c'était SPA ou SPIC, mais comme vous le savez, c'est indifférent en matière de domanialité. Or ici, si on se fonde sur le Code général de la propriété des personnes publiques, on nous rappelle que ça fait partie des biens qui appartiennent à une personne publique. Donc là, ici, la question est réglée, mais surtout, il est dit qu'ils doivent être affectés à un service public, pourvu qu'ils fassent en ce cas l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public. Alors, on se pose la question de quel service public s'agit-il ici? Alors, il y en a un qui est assez évident, voire même un service direct, si ce sont des fermes publiques qui sont rattachées à un établissement d'enseignement, et le but est d'enseigner. Donc c'est rattaché directement comme outil. Donc sa vocation principale, c'est bien de servir l'enseignement agricole. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est qu'il s'agit de nourrir. Donc si on a une ferme publique en vue du nourrissage, alors on pourrait dire oui, on va nourrir les enfants dans le cadre de l'éducation nationale, nous a-t-on dit tout à l'heure, donc notamment pour les repas scolaires, notamment la restauration publique des agents publics, notamment la restauration publique d'établissements publics comme par exemple des maisons de retraite, si je crois on les appelle encore comme ça, des maisons de retraite. Et on retrouve ici, par ce jeu, les vocations de l'agriculture que l'on a dans l'article 1er du Code rural, qui nous dit notamment qui met en avant la production alimentaire, la souveraineté alimentaire. Alors, comme on est dans le cadre de collectivité territoriale, vous m'autoriserez à utiliser le terme autonomie alimentaire plutôt que souveraineté alimentaire, que non pas les collectivités en tant que telles, mais autonomie alimentaire, la sécurité alimentaire de la nation, la sécurité alimentaire pour une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée et nutritive. Donc on a toute une série de qualités que l'on doit retrouver dans cette alimentation. Mais pour autant, s'agit-il bien d'un service public qui permettrait de dire que ceux qui produisent cette alimentation-là permettrait d'élire
ces propriétés à la qualification de domaine public. En fait, on se rend compte ici qu'il s'agit bien d'un service public que de produire l'alimentation pour un autre service public, même s'il n'est pas en tant que tel service public, mais serait plutôt un service public par accessoire. Le Conseil d'État a d'ailleurs admis que cette notion de service public par accessoire, s'agissant d'une prestation connexe, indissociable de la mission principale. Souvenez-vous de ce bon vieil arrêt Poubertin de 1956 dans ce cadre-là. Et finalement, on serait dans le cadre d'un service proche et complémentaire, servant à nourrir, parce que finalement, qu'est-ce qui ressemble à une culture de légumes qu'une autre culture de légumes, et comment déterminer si elle est publique et privée, que l'affectation, la vocation qui est là dans ce cadre-là. Et on pourrait considérer qu'il s'agit bien d'un service public en tant que tel, permettant donc de considérer qu'il y a bien le premier critère de l'affectation à un service public. Reste la question de l'aménagement indispensable aux missions, puisque c'est le deuxième critère qui permet d'aller dans ce cadre-là. On est bien d'accord qu'on dépasse ici la notion d'indice, d'affectation en tant que telle, par la réalité de l'activité. Par la réalité de l'activité, on a une mise en culture des sols, finalement, c'est là l'aménagement spécial, de la même façon qu'on a le nettoyage de la plage de Pamplonne avec un râteau, et qui permet de dire qu'il y a là l'aménagement spécial permettant de considérer que c'est de la domanialité publique. On ne voit pas trop de différence entre les deux instruments aratoires qu'on aurait pu utiliser, et dans un cadre et dans l'autre. Donc on peut considérer que dans le cadre des fermes publiques, eh bien, les éléments relèvent du domaine public, ce qui n'est pas exempt d'incidence. Ce qui n'est pas exempt d'incidence, au-delà des questions traditionnelles d'imprescriptibilité, d'inaliénabilité, etc., etc., cela apporte, puisqu'il peut y avoir un affermage malgré tout, mais on verra sous quelle forme, cela apporte quand même des garanties par rapport à cette ferme publique. S'il doit y avoir une conformité de la destination par rapport à la dépendance domaniale considérée, il doit y avoir surtout une compatibilité avec son affectation, et elle est affectée à la production alimentaire dans ce cadre-là. Là où le bât blesse, dans le fait de la reconnaître au titre de la domanialité publique, c'est le fait qu'il y a limitation dans le temps de la capacité d'occupation de celle-ci, puisque l'autorisation d'occupation est toujours délivrée à titre précaire et révocable, ce qui contrarie assez fortement, comme vous vous en doutez, le bail rural. Et il y a interdiction du bail rural dans ce cadre-là. C'est ce que nous a précisé la Cour administrative d'appel de Marseille dans un cadre qui concernait des terrains appartenant au Conservatoire du littoral qui, jusqu'à présent, étaient rangés dans son domaine privé, pouvaient faire donc l'objet d'un bail rural, et qui, après la loi de 2006, rentre dans son domaine public. Et à partir de 2006, étant rentré dans son domaine public, il ne peut plus y avoir de bail rural, et donc le titulaire du bail rural ne peut plus prétendre à son renouvellement, puisqu'il n'y a plus de bail rural possible. C'est donc cet arrêt du 16 octobre 2020 qui précise qu'il n'a pu conférer à son titulaire qu'un droit d'occupation et d'usage temporaire et spécifique à ce domaine. Exit donc, de ce point de vue, le bail rural, ce qui va donc nécessiter d'inventer ou d'appliquer d'autres formes de location, si tant est qu'on aurait pu éventuellement inventer un bail spécifique dans ce cadre-là. Mais donc on voit bien que le dispositif qui est supposé, qui permet en tout cas de protéger la ferme publique, eh bien la précarité, la révocabilité limite quand même la sécurité qui peut être apportée à celui qui prendrait à bail pour mettre en culture sur une certaine durée en tant que telle. En revanche, ça laisse une certaine latitude à la personne publique pour justement donner à bail, puisque même si elle doit respecter les règles de la concurrence dans l'octroi d'un usage de cette ferme publique le cas échéant, eh bien, puisqu'il y a occupation en vue d'une exploitation économique, mais ce que précise le CG3P,
il doit y avoir une procédure de sélection préalable avec impartialité, transparence et mesure de publicité, mais on n'en dit pas plus quant à ce qui permettrait d'attribuer préférentiellement la mise en culture à telle ou telle personne. Avec cette petite précision, c'est que s'il y a effectivement utilisation par un tiers qui n'est pas la collectivité dans le cadre d'un bail, c'est nécessairement onéreux. C'est nécessairement onéreux. Toute occupation du domaine d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance, sauf, mais on n'est pas dans ce cas, sauf visant à améliorer la sécurité routière. On en est assez loin dans ce cadre-là. Et donc on voit bien que la question de cette question est, est assez intéressante parce qu'elle permet de doter. On pourrait même se poser la question d'ailleurs de savoir si certains éléments de la ferme ne seraient pas constitutifs d'ouvrage public en tant que tel. On l'a vu notamment, vous savez, vous avez toutes ces questions, puisque j'évoquais dans ma question à Jean-Noël tout à l'heure sur la position géographique en pleine ville qui pourrait être risque de troubles anormaux de jouissance. On pourrait considérer aussi, puisqu'on l'avait vu avec les petits lapins qui s'échappaient d'un champ, si cela n'était pas constitutif d'un dommage d'ouvrage public, le cas échéant, ou de travail public. Donc on peut aller assez loin finalement en la qualifiant de ferme publique dans l'ensemble des inconvénients de toute nature qui peuvent en être. Et puis, c'est une ferme publique qui s'insère dans un environnement qui n'est pas le sien initialement parce qu'il y a une activité privée. Est-ce que la ferme publique a une légitimité alors qu'elle va rentrer directement en concurrence avec une activité privée ? Avec une activité privée. Et en fait, en cherchant bien dans les textes, on se rend compte que dès le XIIe siècle, et c'était pour la question de l'installation d'établissements communs en cas de carence de l'initiative privée, eh bien, il y avait des cas qui étaient listés dans le cas de guerre, de famine, de peste. On pouvait avoir des boulangeries communales qui étaient créées au nom du bien de la population. Et de la continuité des services, on parlait déjà au XIIe siècle, alors sous une autre forme, mais de continuité des services. Mais dans ce cadre-là, il était bien dit que cette dernière obligation, donc de la continuité, s'appliquait aussi bien, je cite, aux fermes publiques qu'aux banalités seigneuriales, mais là c'était pour la production de pain, etc., etc. Mais on avait déjà l'idée qu'on puisse avoir, non pas dans un esprit de concurrence, mais dans un esprit de continuité et de substitution à la carence privée, la constitution de fermes publiques. Et j'ai retrouvé, puisque je suis toujours égaré dans les pages de la Bibliothèque nationale, très nombreuses, enfin pas beaucoup juridiquement sur le sujet, beaucoup plus d'aspects sociaux, mais la semaine vétérinaire de 1898, faut-il créer des fermes municipales, la ville de Paris se faisant alors marchande de lait, ou bien faut-il s'adresser à quelques nourrisseurs capables de bien fournir la marchandise demandée, tout en subissant une surveillance sérieuse. C'est là où nous devenons perplexes. Il faut calculer si la ville a plus d'intérêt à s'adresser à des particuliers compétents plutôt que de créer à son propre compte une métairie avec tous ses accessoires. Parce qu'on va retrouver ici justement cette question de la concurrence. Et vous vous souvenez de ce bon vieil arrêt syndicat du commerce en détail de Nevers à propos de la carence de l'initiative privée qui justifie l'intervention publique au nom du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, puisque l'agriculture reste quand même industrieuse et commerciale, puisque l'agriculture, si je me souviens bien d'une certaine thèse en cours, repose sur une activité de cession. Effectivement, c'est pas simplement ludique comme tel. Et le Conseil d'État abolit cette prohibition d'interdiction d'entrer en concurrence lorsqu'il y a un intérêt public et une carence d'une initiative privée, mais comme vous le savez, avec un arrêt concernant le barreau de Paris du 31 mai 2006, hors des avocats du barreau de Paris, le Conseil d'État va considérer que l'intérêt public comprenait qu'il pourrait y avoir pour une commune à constituer une ferme publique, alors même qu'il y aurait des établissements privés qui viendraient faire concurrence, eh bien, l'intérêt public peut résulter de la nature même de l'activité ou des conditions dans lesquelles elle est exercée. Ce qui veut donc dire qu'on peut constituer une ferme publique, pas seulement s'il y a carence de l'initiative privée, mais de façon complémentaire
à d'autres éléments, et on aurait ici une prestation de service intégré, la commune pouvant se rendre service à elle-même. Je ne sais pas si vous vous souvenez de bon vieil arrêt Société Unipain à propos de la fourniture par l'État lui-même, par ses propres boulangeries, de pain à des prisons qui sont les siennes. Et le simple fait d'avoir cet auto-entretien de son activité fait qu'il n'y a pas violation des règles, des règles de concurrence. On parle bien ici de services intégrés, en tant que tel. Et puis, il y a un autre service, finalement, qui est un peu plus difficile, même si c'est assez ouvert, que peine l'agriculture privée à se rendre à elle-même. Eh bien, c'est finalement l'éducation qui peut servir donc de modèle, et j'en reviens aux éléments que j'évoquais tout à l'heure. Alors justement, l'éducation, j'en reviens à mon idée initiale, je vous disais qu'on parlait d'impossible conciliation il y a une trentaine d'années. Il semblerait peut-être que l'éducation serait une forme de conciliation possible entre l'agriculture et l'environnement dans ce cadre-là, ce qui serait une idée assez originale pour faire vivre enfin, puisqu'il est plutôt oublié, l'article 8 de la Charte constitutionnelle de l'environnement, dont je vous rappelle que l'éducation, la formation, l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs, etc., etc., etc. Et finalement, on se rend compte que ces fermes publiques, très souvent, et en ayant lu un peu de littérature sur justement cette structure de mise en réseau des fermes publiques, ça reste aussi un aspect d'éducation populaire dans ce cadre-là. Et finalement, ça m'amène à penser que la notion de mise en culture peut être communément partagée entre l'environnement et l'agriculture. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent? S'il n'y en a pas, j'en aurais une. Ah, je vous laisse. Je crépille. Merci. Alors, ce n'est pas vraiment des questions, c'est des éléments de réflexion sur la notion de service public. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de restauration scolaire, généralement, le gestionnaire, on ne lui demande pas de cultiver lui-même. C'est-à-dire qu'on lui demande de gérer les approvisionnements, mais il n'y a pas vraiment de volet agriculture. Donc, il me semble qu'on peut s'interroger sur la frontière de ce service public et sur la question de cette qualification. Quand on est dans des situations où on a un bail rural, où on a des montages un peu avec des incitations à fournir des collectivités, si on parle de service public, est-ce qu'on n'est pas à la frontière de la qualification de concession ? Puisqu'on est sur le droit d'exploiter un ouvrage en contrepartie d'un caractère onéreux. Donc, il me semble que c'est un peu... ça pose quand même des questions de zone grise. Oui, c'est vrai qu'il y a un problème de frontière en tant que tel, mais il n'est pas interdit à une personne privée de participer au fonctionnement des services publics. Donc, on pourrait considérer que dans ce cas... Alors, ça brouille un peu plus les pistes pour savoir comment on devrait qualifier tout ça, mais rien ne l'interdit. Donc, en tant que tel, on pourrait considérer que le particulier qui, sur un espace donné, participe au service public en fournissant tel et tel produit, relèverait participerait à une mission de service public. Ça serait un peu... Je sais pas, j'ai l'impression comme ça, l'intuition masculine, que c'est un peu tiré par les cheveux comme approche. De dire que parce qu'on participe à la fourniture alimentaire d'une cantine scolaire, alors on participe à un service public, alors qu'en fait, on ne fait que rendre un service marchand, me semble-t-il. Non ? François ? Oh, non. Non, peut-être pas. Sauf à considérer que la restauration scolaire, ça consiste à remplir les estomacs des enfants. Mais si on ne se limite pas à ça, non, là, on a un vrai service public possible. Mais simplement, il faut lui donner du contenu. Voilà. Formel. Il n'a pas a priori de contenu, mais on peut lui donner un contenu. Oui, ça va de l'éducation au goût, ou comme on a dans la région le CRBA, le Centre de ressources biologiques appliquées, qui permet de sauvegarder des variétés anciennes en les faisant produire en vue du nourrissage des cantines scolaires.
Et ça démultiplie en fait les objectifs de cette constitution de ferme publique. Je pense que c'était juste pour préciser sur cette idée que fournir les moyens d'un service public n'est pas en soi un service public. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a eu l'arrêt Société des Granites Porphyroïdes des Vosges sur les contrats administratifs et qu'on a recouru aux critères de la clause exorbitante de droit commun, c'est précisément parce que l'idée que fournir les moyens du service public n'est pas un service public, qu'on ne pouvait donc pas utiliser le critère du service public qui à ce moment-là était plutôt avec le vent en poupe, même s'il est en crise récurrente régulièrement, mais à ce moment-là c'était moins le cas. C'était la puissance publique qui était en crise et boum, elle est ressuscitée parce que là on se dit mince, on a un contrat qui a pour objet de fournir les moyens du service public. Fournir les moyens du service public, c'est pas un service public, sinon tous les gens qui fournissent l'administration se retrouveront demain annexés par l'État, ce qui évidemment, vu le paradigme un peu libéral de l'époque, était un peu inconcevable. On nous aurait changé notre État, comme aurait dit un certain professeur de droit. Et du coup, ça a plutôt tendance à exclure, à dire que si le seul objet de l'activité, c'est de fournir les moyens du service public, alors elle n'est pas dans le périmètre du service public. En revanche, par contre, la définition du périmètre du service public relève quand même très largement aussi de la volonté de la personne publique qui l'organise. Et sans me contredire, parce qu'en fait c'est deux lignes de raisonnement différents, une personne publique peut délibérément inclure un élément de l'apport des biens du service public dans le service public lui-même si elle l'organise comme tel, en fait. De la même manière qu'on a inclus la restauration scolaire dans le service public de l'éducation, parce qu'on en a fait un accessoire, et c'est là qu'il y a ce raisonnement-là aussi. Donc en fait, les deux lignes de raisonnement sont valables. Quelque part, il y a beaucoup là-dedans de volonté de l'administration ou du juge de définir un périmètre suivant une certaine rationalité, mais qui est très contextualisé, quoi. Donc en théorie, fournir un service public n'est pas participer au service public, c'est justement le critère de distinction entre celui qui se voit confier la mission d'exécuter le service public lui-même et celui qui se voit simplement confier, pas confier d'ailleurs, mais à qui on fait appel pour fournir les moyens du service public. Mais par exemple, en matière de mobilité, il y a eu beaucoup d'extensions des périmètres, de choses. Le Conseil d'État a plutôt validé l'idée que ça relevait de la décision de la personne publique de dire qu'est-ce que je fais comme service public. C'est à moi de le dire, en fait. C'est à personne d'autre. Je me permets aussi de réagir, mais ce que je trouve intéressant et qui fait un peu, je le gardais un peu comme question pour après parce que ça fait le lien un peu entre vos interventions, mais il y avait on a parlé de l'idée de multifonctionnalité et Arthur, tu as parlé aussi de la question d'une approche systémique derrière le ferme public local, et cette question-là de le service public accessoire ou l'intégration dans un service public me fait un peu m'interroger sur cette approche systémique. J'ai l'impression que, et j'ai trouvé très intéressant que vous commenciez par les modèles historiques des fermes publiques comme exemple de ce que devrait être une ferme, et que je retrouve un petit peu aussi alors pas tout à fait la même chose dans le projet de Mont-en-Sartoux, mais l'idée de la ferme publique doit être bio. Alors ça correspond à une demande aussi, ça correspond à un besoin, mais je trouve intéressant l'idée aussi que la ferme publique fait partie d'un projet éducatif, d'un projet d'enseignement, et je me demande si c'est pas une manière aussi de blinder cette question du service public, de dire en fait que c'est l'approvisionnement, mais c'est plus que ça, parce que ce qui permet le fonctionnement du modèle, c'est une approche systémique dans laquelle on va l'intégrer dans les programmes scolaires, dans lequel on va l'intégrer dans la restauration collective, etc. Donc ça devient un peu un élément qui est un peu au-delà de juste le simple approvisionnement de la restauration collective. Je me demande si ça... Alors je ne sais pas trop à qui s'adresse cette question, je ne sais même pas trop vraiment comment la formuler, mais j'ai l'impression que ça résonne un peu dans vos interventions. Et je veux pas non plus anticiper l'intervention qui vient. C'est là que c'est intéressant, cette notion d'intégration. Je me souviens avoir visité dans un cadre de rapportage sur le renouvellement de la charte du PNR des Ardennes,
la constitution d'une cuisine municipale de 1500 couverts jour en association avec des producteurs. Et le cuisinier nous expliquait qu'il faisait les menus 1 an à l'avance pour permettre aux agriculteurs d'anticiper les semis pour pouvoir fournir au moment prévu les plats, etc. Et en fait, on est bien dans cette perspective de nécessaire lien entre les deux, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et on voit bien que la ferme publique peut permettre de dépasser une certaine carence qui serait celle de l'initiative privée, parce qu'il n'y avait rien qui leur permettait d'avoir une production régulière, parce qu'il y a une cession, une vente régulière. Donc ça permet comme ça d'entretenir une certaine régularité qui va donner une visibilité à la production. Et nous expliquer que ça permet aux agriculteurs bio de mieux se lancer dans l'agriculture biologique, parce qu'ils sont sûrs qu'il y a un débouché, en dépit du fait que le prix est légèrement un peu supérieur dans ce cadre-là. Ok.